Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Cette semaine, on voyage dans le temps en compagnie de nos collaborateurs et collaboratrices. Tout d'abord, Julien Legris qui nous fait découvrir l'époque de Weimar de l'histoire allemande. Ensuite, Sarah Laflamme-Tremblay qui vient nous parler du Château Ramsay, véritable institution montréalaise. Et enfin, nul autre que moi, Magali, votre animatrice préférée, va vous amener direction l'Antiquité pour une chronique sur le dramaturge athénien Sophocle. À la régie, on salue l'éternel Julien Lehoux, notre fidèle régisseur. Salut Julien. Allô Magali, puis allô Julien aussi, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Très bien. Parfait. Et donc, on va se lancer comme ça, tout de suite, allons-y, avec Julien qui vient nous parler de cette période de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres qu'on appelle l'époque dite de Weimar. Exactement. Donc, pour commencer, d'abord, on va définir qu'est-ce que la période de Weimar. Très bonne idée. Je pense que c'est important de se situer. En fait, c'est une période dans l'historiographie qui est chargée et fertile. On s'y intéresse grandement. Pour des raisons, en fait, qui sont évidentes, parce que elle précède le tristement célèbre avènement du Parti national-socialiste, le parti qui mettra au pouvoir Adolf Hitler en 1933. Alors que les premières études, donc, sur la période d'entre-deux-guerres auront mis l'accent sur les échecs de cette période. Oui. D'autres universitaires puis d'autres historiens, eux, voudront donc plutôt mettre l'accent sur ses réussites. Oui, parce qu'on considère trop souvent la période de Weimar comme juste l'ascension du nazisme, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il y aurait d'autres courants à expliquer, mais on va s'en tenir aujourd'hui à ces deux courants historiographiques. Parfait. Et puis, bon, ce que ces historiens et ces universitaires amèneront, en fait, c'est qu'ils réaliseront, en fait, que le progrès dans l'art et la culture et les attitudes progressistes à l'égard du sexe, du genre, par exemple, ont fait de l'Allemagne, ont fait entrer l'Allemagne dans la modernité. Et puis, même si c'est surtout à Berlin que va se concentrer ces progrès en termes de politique sociale, les chercheurs en arriveront à la conclusion que le territoire allemand est vraiment en avance sur son temps. En avance sur son temps déjà parce que dans la Constitution, dès 1919, par rapport, par exemple, aux droits de la femme, on y inscrira son égalité face au mariage. Wow. Et également, elle aura le droit de vote. Donc, on veut faire table rase un peu du passé impérialiste et militaire. Et c'est aussi, et ce qui nous intéressera pour ma chronique, c'est qu'en 1919 également, dans l'article 155, on y inscrit le droit à chaque citoyen et famille allemande une demeure saine et confortable. Wow, c'est donc inscrit dans la Constitution. Tout à fait, exactement. Et pourquoi c'est inscrit dans la Constitution? En fait, c'est parce que le problème existe déjà depuis le bel lurette. Et avant la Première Guerre mondiale. Donc, pour comprendre le problème, il faut revenir en 1850, en pleine révolution industrielle. Et donc, Berlin devient littéralement une métropole industrielle. Un exode rural s'ensuivra. Donc, on quitte les campagnes pour s'établir à Berlin, ailleurs aussi en Allemagne, dans les grandes villes, mais on se concentre sur Berlin, donc pour travailler dans les usines. Donc, à ce titre... pour vous donner une idée, en 1816, c'est 198 000 habitants qui sera établis à Berlin. 1850, 826 000. Non, excusez-moi, 412 000 en 1850 et 826 000 en 1870 pour atteindre en 1905 2 millions d'habitants. C'est pas rien pour l'époque. Non, c'est énorme. C'est Exactement. Un flot migratoire incroyable. On est vraiment attiré par la main-d'œuvre, par les usines, puis le besoin de main-d'œuvre. Donc, naturellement, la majorité de cette nouvelle population-là sera une population ouvrière. Et qui dit ouvrier, dit aussi maigre salaire. Oui. Donc, on peut entrevoir les problèmes de logement d'ici. ça s'en vient, c'est déjà le cas, en fait. Puis, dans ce contexte-là, l'ingénieur James Obrecht présentera son vaste plan d'aménagement urbain qui sera adopté en 1862, qui sera à l'image un peu de ce qui se faisait à Paris. Mais comme l'urbanisme est peu, ou en tout cas peu ou pas du tout réglementé à cette époque, et que le motif de construction des immeubles, c'est la recherche de profit. Oui. Donc... Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et ce qui va
qui va faire en sorte que le paysage urbain berlinois va se démarquer par l'apparition du logement emblématique berlinois, la Miet-Kaserne. Donc, littéralement, la traduction, ce serait la cabine locative, la caserne locative. Boy. Donc, on est loin des grands logements qu'on peut ici avoir à Montréal, par exemple, 4,5, 5,5. Ça ressemble à quoi exactement? On a une pièce dans des logements souvent insalubres, on s'entend. On est des familles de 5-6 personnes et les loyers sont tellement chers que on doit faire appel à des sous-locataires. Et ces sous-locataires-là sont des chambreurs, dans la plupart du temps, des chambreurs de nuit. Donc, ils viennent juste passer la nuit. Ils viennent juste passer la nuit. De un, parce qu'ils n'ont pas de toit pour dormir. Et de deux, ça fait l'affaire des familles qui ne peuvent pas se payer l'appartement, même s'ils sont 5-6. Mais il faut aussi savoir qu'il faut nourrir les enfants, etc. Ouais. Donc, bon. Et donc les appartements sont très étroits, sont très humides, sont très sombres. C'est une misère noire en fait qu'on vit dans ce type d'habitation. Et à Berlin, en 1910, c'est 41 000 ménages qui fait appel à des sous-locataires. Donc ça vous donne une idée vraiment de l'urgence de la situation. On doit trouver des solutions. À la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1914, malgré qu'on aura bâti 105 000 logements collectifs, il y a toujours un manque à gagner de 800 000 logements. Oh. On n'a pas réussi à pallier le problème de pénurie de logements. Il faut trouver des solutions, mais là, la Première Guerre arrive. On peut-tu continuer? Malheureusement, ça s'arrête abruptement. Et donc, on peut pas trouver de solution pour le moment, mais la recherche de solutions ne vient pas de nulle part non plus. J'ai parlé du plan Obrecht de 1862. Ce plan-là répondait à un besoin également d'organiser la ville et de l'assainir, d'ouvrir les rues, de l'aérer. Et il y a eu du bon aussi dans ce plan-là. On a créé des espaces verts pour la population. Donc, on a fait en sorte qu'on a posé les jalons de l'urbanisme moderne et ça a servi finalement à la génération future. On a même créé un ring-bang qui fait le tour de la ville. Un ring-bang qui encerclait la ville pour pouvoir rejoindre les usines. Donc, c'était un train qui était utilisé par les ouvriers et qui facilitait son déplacement. Oui. Il me semble... Est-ce qu'il existe encore? J'ai le souvenir d'avoir fait le tour. Il existe. Ah, voilà. OK, c'est ça. Ça prend une heure à faire le tour. Donc... dans les années 80, Obrecht devient le conseiller de la ville en urbanisme, mais c'est un homme très autoritaire, à l'image donc du gouvernement en place à l'époque, qui était un gouvernement parlementaire impérial autoritaire, bref. Et puis, les critiques émanent, mais le changement ne peut avoir lieu parce que on est dans une dérive autoritaire et c'est le plan Obrecht qui continue d'exercer son pouvoir, bref, sur l'urbanisme berlinois. Mais en 1907, il y a quand même la Deutscher Werkbund, qui est une association d'artistes, donc l'Union de l'œuvre allemande, qui commence à développer des idées plus progressistes, puis de vouloir appliquer des arts appliqués dans l'architecture. Okay. Donc, en fait, des idées progressistes dans l'art appliqué et l'architecture. Ensuite, au lendemain de la guerre, en 1918, parce que là, faut avancer vers la période de Weimar, hein? Oui. L'Allemagne opère un changement radical, donc en 1919, parce qu'elle se dote d'une république démocratique. Pour pouvoir, pour la première fois de son histoire, finalement. Et ce changement se fait pas si facilement. Hein. Donc, de 1919 à 1923, l'Allemagne est confrontée à des conflits internes, sociaux et politiques, et aussi des difficultés économiques dues aux dépenses engagées par la guerre. Clairement. Et aussi, la dette qu'elle a envers les pays alliés. Donc, elle doit rembourser les réparations, en fait. Elle doit réparer ses torts. Hein. Donc, c'est comme un x2 sur la dette. Complètement. Donc, on est à terre économiquement, puis il faut trouver un autre moyen de réformer l'appareil économique. Puis, en 1924, on réussit relativement à stabiliser l'économie. Et les chantiers reprennent de construction et de rénovation également d'anciens immeubles qui étaient rendus désuets par l'impôt sur le revenu des loyers. Donc, on a trouvé un moyen d'aller chercher des sous.
Ensuite, à Berlin, on va retrouver encore et toujours le même la pénurie aiguë de logement. Hein? Mais c'est pendant la République de Weimar que va se multiplier les réalisations dans le domaine de l'habitat social. Bon. En donnant pour la première fois aux architectes allemands du mouvement moderne, dont ceux de l'école du Bauhaus, dont Walter Gropius fut le fondateur, la possibilité d'appliquer donc leur conception urbanistique et en particulier de créer un espace habitable pour les masses. Oui, et de créer un espace habitable agréable. Agréable également, c'est ça. Mais c'est justement l'esprit du Bauhaus qui va être complètement investi dans cette mission d'habitation. Et c'est une mission, en fait, l'esprit du Bauhaus, c'était de mettre au service l'art aux masses, finalement, puis d'enlever, en fait, ce privilège-là qui était réservé à l'élite. Quel beau projet. Oui, tout à fait. Puis le Bauhaus se voyait donc au service du développement moderne de l'habitat, et ça allait du simple appareil ménager et jusqu'à l'immeuble. Donc, tout avait une fonction et tout était pensé pour le bien-être de son usager, finalement. Wow. Tout en respectant les codes artistiques, etc., etc. Puis, ce dernier, donc, pour lui, c'était important de pouvoir permettre à la famille industrielle, qui était finalement la famille d'ouvriers, de se doter d'un endroit où y vivre et où y être confortable à un coût réduit. Hein. Toujours, on est dans l'idée de rationalisation des coûts et de l'espace, etc. Donc, dans cette même lignée-là, en 1924, il y aura un architecte socialiste, Martin Wagner, qui partagent les mêmes idéologies et qui font le BEAG. Le BEAG, donc, c'est une coopérative de construction qui sera impliquée dans tous les projets de construction d'habitat collectif à Berlin. OK. Financé 50-50 par le privé et par le public. Parfait. Donc, l'essence même de Weimar, la démocratie, etc., on la ressent aussi dans les grandes villes comme Berlin. Martin Wagner donc devient conseiller de l'urbanisme de Berlin et lance la même année un programme de réalisation de Siedlung. C'est en fait un quartier d'habitat social dans les périphéries de Berlin, proche des centres de production. Donc on se rapproche des usines et on construit carrément des quartiers complets pour desservir pour faciliter en fait l'accès à l'usine des ouvriers. Et avoir justement ce beau logement-là, comme le veut le mouvement du Bauhaus. Exactement. En fait, c'est comme le veut le Bauhaus, mais surtout le Bauhaus. La Bauhaus. J'ai de la misère, excusez-moi. Mais le simple fait aussi de diminuer le déplacement des usagers, en fait, pas des usagers, mais des ouvriers, ça permettait une vie plus saine également, dans un environnement naturel aussi. On s'éloigne du centre, etc. Donc, la construction la plus connue sera la Siemensstadt, du nom de l'industrie Siemens. On dit au Québec un peu plus, c'est Siemens, mais bon, vous savez, ils font des batteries, des petits objets électroniques. Et puis, Walter Gropius, donc, sera responsable, vous savez, le fondateur de l'Uberhaus, sera responsable d'un des lotissements, et c'est Martin Wagner qui va engager le projet en 1928 qui démarra donc pour créer la cité Siemensstadt. Sous des règles très strictes. Donc, on doit respecter les normes imposées par le service d'urbanisme de la ville de Berlin, c'est-à-dire tous les appartements doivent disposer d'une salle de bain, du baignoire et d'une toilette. Un balcon ou une véranda était obligatoire. Ça fait changement de la caserna, là. Hein? Oui, c'est ça. C'est quand la même... mise en noir et l'espace, l'air, on est loin de ça. Donc, et les pièces doivent être également tous séparées les unes des autres. Les logements sociaux, donc, à Berlin, sont construits sous le même modèle. Puis, ce modèle-là implique aussi un long couloir central qui divise l'appartement en deux. Ce qui fait que d'un côté, on a les fenêtres, en fait, fenestrées du côté de la rue, et du côté salle de bain, cuisine, etc., on voit la cour intérieure ou les cours environnantes. La luminosité est très importante, etc., avec la fenestration, pour le confort toujours des usagers. Et le matériau qui sera préconisé, le béton, l'acier, le verre. Pourquoi? Parce que ça réduit les coûts. Et c'était pas des matériaux qui étaient préconisés à l'époque, hein. Mais là, le Bauhaus, l'esprit du Bauhaus, c'est d'utiliser des matériaux et d'en faire des œuvres d'art. On a réussi à le faire. C'est bon.
Et donc, Siemensstadt, ce sont 1400 logements qui seront bâtis. 17 magasins, vraiment des magasins, des épiceries. Wow. Donc, vraiment un quartier d'habitation. Exactement, oui. Et 25 bâtiments, donc, en tout, sera construit sur ce modèle de la Siemensstadt. Puis ce type d'habitation-là existe aussi dans les autres grandes villes comme Francfort. Bon. Donc, ce sont 60 000 habitants qui vont y vivre. Et est-ce que... Ah, c'est ça. Est-ce que ce sera vraiment les ouvriers? Non. Ah, bon, ben ce là... ne sont pas les ouvriers en totalité. En fait, 50, plus de la moitié seront habités par les employés et par les fonctionnaires. Ça semble être une hiérarchie plus haute que l'ouvrier, ça. Exactement. L'employé, c'est plus haut que l'ouvrier, puis l'ouvrier, c'est vraiment au bas de l'échelle. Mais de toute manière, il n'y aurait pas eu les moyens de se le payer, en fait. Puis c'est pour cette raison-là que ce sont les employés qui en bénéficieront et les fonctionnaires. Mais tout de même, on parlait de réussite plus tôt. Si ça, c'est un échec pour les ouvriers, en tout cas pour l'accessibilité au logement, l'aspect significatif de cette période-là par rapport à la Siemensstadt puis aux habitats collectifs, c'est que les architectes ont pu mettre leur vision progressiste en application. Et puis, ça sera quelque chose qui va influencer finalement l'urbanisme et l'architecture à long terme, après-guerre surtout, et ces habitations-là seront même classées à l'UNESCO, au patrimoine de l'UNESCO mondial. C'est incroyable, mais c'est une belle réussite finalement qui va se projeter dans le futur plutôt qu'un échec momentané. Un échec momentané, mais oui, une réussite pour le long terme, effectivement. Bon, ben merci beaucoup, Julien, avec grand plaisir, de nous avoir survolé cette riche période sous un angle qu'on connaissait pas nécessairement. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire architecturale allemande, chers auditeurs et auditrices, ben l'équipe vous suggère la chronique de Mathieu Cordeau sur le métro de Berlin qui a été diffusée le 21 octobre 2016. Et pour l'instant, nous, on va se quitter pour une petite pause musicale et là, je passe le micro à Julien. Qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, Magali, on va écouter la chanson Nightwave par l'artiste Chad Van Galen.
Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et là pour cette seconde chronique, j'accueille Sarah et je suis très contente parce que tu vas nous parler du Château Ramsay, un endroit où j'ai travaillé dans les dernières années et je crois que c'est vraiment un musée à découvrir, donc je suis bien contente que tu nous parles de l'histoire de ce très beau bâtiment. Oui, donc effectivement, comme tu as dit, c'est un musée d'histoire privée. C'est même le premier à ouvrir ses portes au Québec en 1896. Ça fait un bon bout. Ouais. Justement, le 9 avril dernier, il a fêté ses 125 ans. Et justement, encore, on est en plein festival d'histoire d'histoire de Montréal. Oui, tout à fait. Présentement. Donc, pourquoi pas, je vais parler du Château Ramsay, qui est maintenant un musée. Mais avant d'être un musée, par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais avant tout ça, je veux aussi, parce que j'ai oublié des éléments à mentionner. Donc, non seulement c'est le premier musée à ouvrir ses portes, mais c'est aussi le premier bâtiment à être classé monument historique au Québec en 1929. Puis quand on le visite, justement, comme tu as dit, c'est un musée à découvrir, mais on rentre dans la demeure du gouverneur français de Montréal. On rentre aussi dans la résidence des gouverneurs britanniques et canadiens. Et c'est également le quartier général des Américains, ou États-Unis, comme vous voulez. Je vais revenir plus tard là-dessus. C'est bon. Puis, c'est ça, justement, quand on parcourt les salles, on va découvrir l'histoire de Montréal. Et même à travers l'histoire des différentes occupations du château, on découvre l'histoire de Montréal encore une fois. Mais bien sûr, je ne vais pas présenter le musée actuel, mais bien le bâtiment à travers l'occupation française, britannique, américaine, canadienne et montréalaise. Donc, en premier, l'édifice est construit pour le gouverneur de Montréal, Claude de Ramsay, comme son nom l'indique, Château Ramsay, en 1705 et 1706. Il y a 316 ans. Ça fait vraiment un très vieux bâtiment, donc. Voilà, exact. C'est un des rares témoins de la Nouvelle-France encore debout à Montréal. Wow. Et donc, le gouverneur va y vivre et y administrer la ville jusqu'à sa mort en 1724. Donc, Claude de Ramsay, c'est un militaire qui arrive en Nouvelle-France en 1685. Il va devenir gouverneur de Trois-Rivières de 1690 à 1699. Puis, en 1704, il obtient la charge de la gouvernance de Montréal, succédant à Philippe de Rigaud de Vaudreuil, qui, lui, va devenir le gouverneur général de la Nouvelle-France à Québec. Le lendemain de sa nomination, comme gouverneur de Montréal, il va acquérir un terrain sur la rue Notre-Dame, près de la palissade, qui est à ce moment l'endroit le plus haut de la ville. Il considère aussi l'argent comme un instrument d'ascension sociale. Et puisqu'il voulait se pourvoir d'une résidence digne de son statut pour montrer sa puissance. Surtout qu'à l'époque, j'imagine que les constructions à Montréal n'étaient pas très vastes. Non, c'est ça. Effectivement. C'est justement, le gouverneur va construire une maison qui sera bien différente des simples demeures d'habitants. Donc, au printemps 1705, il va embaucher Pierre Couturier, qui est un maçon et un architecte, pour construire sa grande résidence. Celle-ci, qu'on appelle aujourd'hui Château Ramsay, a trois étages, avait une superficie au sol de 2376 pieds carrés et des murs larges, chose que de simples habitations n'avaient pas. Oui. La propriété possédait aussi des dépendances, un hangar, une glacière, une remise à carrosse, un jardin et un verger avec des arbres fruitiers. C'était tout un domaine, là, finalement. Vraiment, c'était très vaste. Il y avait aussi plusieurs domestiques, comme bon noble, bon puissant. En fouillant, en fait, dans les archives de la Charente-Maritime, j'ai découvert que Ramsay avait engagé en 1714 4 domestiques, dont le cocher Pierre de Lapenay, le cuisinier Claude Maupoint et 2 autres domestiques, Jean Chasseux ou Chasson, comme on veut, et Philippe Texier. En 1720... On les salue. Bonjour. En 1720, il avait par la suite engagé un autre cocher qui est du nom de Jean Blaise. Bien sûr, il y avait aussi des esclaves. Pardon. Puis, justement, ces esclaves
Le musée donne 2 exemples, un esclave autochtone, un panis, ou une panis, et une esclave noire, qui est normal à cette époque d'avoir des esclaves. Je salue ma chronique que j'ai faite sur les esclaves cet hiver. Oui, on ira regarder sur le site de choc.ca pour la retrouver. Voilà, exact. Je me sais plus la date, mais c'est en 2021. Parfait. Une fois la construction terminée justement de la résidence, Ramsay va écrire que sa maison est la plus belle au Canada et plus logeable que le château de Québec. Oh, on sent une petite rivalité. Vraiment, oui. Rigaud de Vaudreuil et Ramsay, justement, sont en rivalité. Fait intéressant, Ramsay aura dans son jardin un poirier. C'est une plante exotique et peu commune dans la colonie à cause du climat froid, donc prestigieuse. Grâce au climat plus chaud à Montréal qu'à Québec et grâce au microclimat de son jardin, le poirier devient une fierté face au gouverneur de la Nouvelle-France qui peut pas en avoir à Québec. Wow! C'est quand même drôle. Oui. C'est quand même intéressant comme fait cocasse. Claude de Ramsay, ensuite, va mourir en 1724. Le gouverneur général va dire qu'il a vécu honorablement et a mangé plus que ses appointements. Il avait, en fait, les idées, les ambitions plus grosses que son portefeuille. Sa grande demeure n'a donc pas aidé dans ses finances. C'est alors sa femme, Marie-Charlotte Denis de la Ronde, qui va prendre le relais de l'administration de la résidence jusqu'à sa propre mort en 1742. Elle va tenter d'améliorer la situation en louant la résidence à l'intendant de la colonie qui séjourne à Montréal pendant l'été. Par exemple, l'intendant Dupuis, au cours de ses 2 ans de service, ne résidait qu'une semaine dans la maison, alors que l'intendant Gilles Hocquart, de 1729 à 1745, va résider de juin à août. C'est pas toute l'année, donc c'est encore un peu plus difficile pour les finances. Ça aide un peu, mais pas beaucoup. Puis, donc c'est ça, justement, en 1745, 3 ans après la mort de Madame de Ramsay, pour régler les dettes, les enfants ont dû vendre la propriété à la Compagnie des Indes occidentales. C'est l'entreprise qui détient mon Dieu, j'ai dormi la difficulté avec ma voix. Ça, c'est une compagnie qui détient le monopole des fourrures. C'est bien ça. Exact. Des fourrures de la Nouvelle-France. C'était justement l'entreprise la plus importante en Nouvelle-France à cette époque. La fourrure, la traite de fourrure. Donc, la résidence va devenir le siège social et l'entrepôt de la compagnie, maintenant propriétaire. En 1756, il va y avoir des réparations et un agrandissement sont faits. Il va y avoir des receveurs, contrôleurs et commis qui y sont employés. Les marchands vont fréquenter aussi la demeure pour s'approvisionner en marchandises de trait. On est loin de la demeure du gouverneur qui recevait les personnes de marque de la colonie. Ouais. Maintenant, c'est des marchands. C'est ça. On passe de local commercial, disons résidence à local commercial. Voilà. La résidence devient, à l'époque de la compagnie, l'hôtel de la Compagnie des Indes. C'était le nom qu'on donnait. Vient ensuite le changement de régime. Oui. En 1763, la Nouvelle-France devient la Province of Québec, nouvellement colonie britannique. En 1764, la Compagnie des Indes doit quitter les lieux et vend l'hôtel au marchand écossais William Grant. Mais le marchand vit à Québec. La propriété va être utilisée à des fins commerciales tout de même. OK, encore. Oui. Et justement, William Grant va le louer aussi au gouvernement britannique jusqu'en 1778. Puis, donc, à partir de 1773, c'est le gouvernement britannique et ensuite canadien qui va utiliser la demeure. La résidence sera même utilisée par le gouverneur général lorsqu'il va résider à Montréal. OK. Et pendant cette période, la bâtisse a eu plusieurs occupations, de 1773 à 1793, en fait. Donc, par exemple, de novembre 1775 à juin 1776, Montréal est envahi par les Américains. Oui. Surprise pour ceux et celles qui ne le savaient pas, Montréal était simois-américaine. Oui, vous irez au château Ramsay. Je vais faire la référence à la chronique de Joël Beauchamp-Monfette, qui a fait une chronique là-dessus, justement, sur l'occupation américaine de Montréal. Donc,
Voilà. Je vous laisse ça. Parfait. Merci Julien. Donc, vous allez pouvoir écouter sa chronique pour en apprendre davantage sur cette période. Donc, justement, on est en pleine révolution américaine. Le Congrès continental voulait rallier les Canadiens à leur cause d'indépendance. La résidence devient leur quartier général. Mm-hmm. Donc, petite chronologie là-dessus. Le 12 novembre 1775, Richard Montgomery, qui est général de l'armée, est aux portes de Montréal. Le lendemain, il va pénétrer dans la ville sans résidence et il va prendre l'ancien hôtel de la Compagnie des Indes comme état-major. Mm-hmm. Le 29 avril 1776, 3 commissaires du Congrès arrivent à Montréal pour convaincre les Canadiens de se rallier à eux. Ce sont Samuel Chase, Charles Carrolls et nul autre que Benjamin Franklin. Ouh! Invité de marque. Voilà, oui. En fait, Chase et Carroll sont choisis pour leur connaissance de la langue française, parce que les habitants parlent français, et pour leur familiarité avec la religion catholique. Mm. Quant à Franklin, il est une des plus importantes figures du 18e siècle, et sa présence témoigne de l'importance que le Congrès accorde à la mission de Montréal. Donc, ces commissaires vont travailler quotidiennement dans le bâtiment qui est devenu leur quartier général. Donc, ça veut dire de avril à juin. Parce que en juin, les troupes britanniques reviennent à Montréal sans présence américaine, qui, eux, ont fui plus tôt, parce qu'ils ont appris que les Britanniques revenaient. On ne tentait pas de se battre, visiblement. Effectivement. Je pense qu'il n'était pas de taille pour ça. Puis, je pense que c'est en Nouvelle-Angleterre qu'il y avait le plus gros des combats, le plus gros des conflits. Donc, la tentative de persuasion a échoué. Mais malgré ça, il y a eu quelques éléments pour lesquels l'invasion américaine a été un succès. On parle que, en fait, les habitants se sont familiarisés avec le principe de la représentation parlementaire. Et lors de l'acte constitutionnel de 1791, un parlement est même instauré au Bas-Canada. Aussi, lors de l'occupation des révolutionnaires, le premier journal de Montréal en français a été créé pour diffuser des lettres des commissaires afin d'inciter les habitants à se joindre à eux. Donc, des institutions qui vont rester plus tard au Bas-Canada. Très intéressant. Exact. Si on revient à l'occupation britannique maintenant, de 1773 à 1778, le gouvernement le loue à William Grant, mais à partir de 1778, il devient propriétaire. OK. Donc, de 78 à 1895, ils sont propriétaires de la demeure. Outre, bien sûr, l'épisode américain. Donc, l'édifice est utilisé par le gouverneur et celui-ci et le gouvernement va s'engager à entreprendre des rénovations sur la toiture, sur l'indépendance, qui font office d'entrepôt, les balcons et les escaliers extérieurs. La résidence de Ramsay, qui est devenue l'hôtel de la Compagnie des Indes, puis le quartier général des Américains, devient maintenant l'hôtel du gouvernement. Du moins jusqu'en 1838. Puis là, ça redevient une genre de résidence, donc encore un changement de vocation. Voilà, c'est ça. Jusqu'en 38, c'est la résidence pour le gouverneur, mais à partir de 38, elle change encore de fonction. Oh. Elle va recevoir les bureaux des fonctionnaires en abritant le conseil exécutif pendant des rénovations, etc. Et plusieurs autres institutions vont y loger jusqu'en 1893. On comprend le palais de justice pendant la rénovation du vieux palais. Il y a aussi le conseil de l'instruction publique, l'école normale Jacques-Cartier, les facultés de médecine et de droit de l'université Laval. Puis, un bâtiment aux 1000 fonctions, voilà. Puis la cour des magistrats. Donc, il y en a vu des personnes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en 1893? Mais en fait, le gouvernement, il en a plus besoin. Il veut s'en débarrasser, donc il le met aux enchères. Oh, pas une bonne idée. Non. Mais l'édifice est même menacé de démolition par des promoteurs. Face à ça, la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, qui est un regroupement de gens qui se préoccupent de la sauvegarde patrimoniale, fait pression avec succès sur la ville de Montréal pour qu'elle acquiert la maison. En retour, la Société d'archéo et de numismatique s'engage à installer dans l'édifice un musée, une galerie de portraits et une bibliothèque publique.
c'est justement la ville de Montréal devient propriétaire de 1895 à 1929. C'est même en 1896 que la société ouvre officiellement les portes du musée au public, alors que la ville est toujours propriétaire. D'où le 125 ans là, qui est célébré cette semaine. Voilà, le 9 avril. Le 9 avril. Bon, voilà. Donc, mais il faut attendre 1929 pour que la société devienne propriétaire. Pour ce faire, il a dû céder 10 000 volumes de sa collection à la ville, qui sont déposés dans la bibliothèque municipale. C'est quelques semaines plus tard que le château Ramsay est classé monument historique du Québec par la Commission des monuments historiques, bien sûr. Au 20e siècle, le tunnel de la rue Gaucheford se situait en dessous du côté est du château. C'était pas le plus beau. Les archives, justement, du musée McCurtain possèdent même une photographie datant de 1932, la construction de la voie d'accès, avec en arrière-fond le château. Oui. Et aussi, au 20e siècle, le jardin était un stationnement. Mais sur des vieilles photos, on peut voir encore le stationnement. C'est spécial. Effectivement. Puis, bien sûr, tu sais, le jardin était très vaste. Et selon les phases consécutives de développement urbain, ben, le jardin s'est morcelé. C'est en 2000 que le château a retrouvé une partie de son jardin, en fait 750 mètres carrés, qu'on a encore aujourd'hui. Bref, à travers l'histoire du château Ramsay, on voit s'illustrer l'histoire de Montréal, parce que lors de l'occupation française, c'était la résidence du gouverneur de Montréal et lieu d'administration. C'était aussi le siège social de la Compagnie des Indes occidentales, chargée du commerce de fourrure. C'était aussi le quartier général des Bostonnais de 1775 à 76, lorsque Montréal était envahi. L'édifice devient l'hôtel du gouverneur sous le régime britannique, en abritant les gouverneurs généraux, le conseil exécutif et la cour de justice. Sous le régime canadien, la demeure abritait un ministère, une école normale, des facultés universitaires. À la fin du 19e siècle, elle devient ensuite le premier musée d'histoire privée de Montréal. Donc, c'est une longue... Il y a eu beaucoup d'occupations et on voit vraiment les différentes phases de l'histoire de Montréal. Ben oui, tout à fait. Ben merci beaucoup, Sarah, pour ce survol justement de l'histoire de Montréal à travers un joyau du patrimoine bâti, celui du château Ramsay. Et pour en savoir plus peut-être sur le vieux Montréal, où est situé le fameux château Ramsay, je vous conseille la chronique d'Amélie Bergeron, du 16 septembre 2016 sur la place Jacques-Cartier, qui est adjacente là, au musée du château Ramsay. Et on va se quitter, nous, pour une petite pause, histoire de s'aérer un peu le cerveau. Au son de quoi, cette fois-ci, Julien? Au son du Saguenay, enfin. On va quitter Montréal et je vais vous présenter la chanson Saguenay du groupe Oui Merci. J'ai pensé te revoir en passant, mais quand tu pleures, j'ai peur. J'ai pensé te revoir en passant, mais quand t'es pas toi, et je suis pas chez moi. C'est pour toi. J'ai pensé qu'il fallait que je chez moi. Pardonne-moi.
coûté 100 balles. Ça m'emballe pas trop, mais c'est ça qui est ça. J'suis parti comme ça. Penses-tu qu'on va souper au resto? Bientôt, je veux revoir tes mille dimensions. Je veux savoir à quoi tu penses ce soir. Je veux pouvoir te seul fort. J'ai pensé te voir en passant. De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Ici Julien Lehoux à l'appareil, où est-ce qu'il vous prend les devants de l'animation et qui tasse Magali Lagumaltais là-dessus. Je vous présente justement Magali. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, mon Dieu, ça fait des années. Fait que Magali, tu vas encore nous présenter un personnage de la Grèce antique un peu particulier, un autre personnage d'Assassin's Creed Odyssey. Oui. De qui tu nous parles? Je vais vous parler de Sophocle, en fait, qui est notre plus tragique des dramaturges de l'Antiquité grecque. Et cette chronique-là, elle fait suite à celle que j'ai présentée le 2 avril dernier sur Échille, qui est le premier tragédien véritablement connu de l'histoire grecque antique. Donc, si c'est pas déjà fait, allez l'écouter. Mais aujourd'hui, je vous parle de Sophocle. Et Sophocle, lui, il est né à Colonne, qui c'est un village tout près d'Athènes, au sein d'une famille riche. Et toute sa vie, il a été mêlé aux affaires de la cité. D'ailleurs, sa vie, elle s'étale sur 90 ans, entre 496 et 406 avant Jésus-Christ. Wow. Donc, ouais, une vie exceptionnelle pour l'Antiquité. Il a vécu vieux aussi pour l'époque. Vraiment, beaucoup. C'est un des exemples comme ça qu'on a de l'Antiquité, d'une longévité assez impressionnante. Et on sait aussi que dans sa vie, justement, qui était très engagé dans la politique, il a été proche d'hommes puissants comme Simon et Périclès, qui étaient deux stratèges très importants au 5e siècle à Athènes, donc des hommes militaires. On les salue aussi. On les salue. Ah oui, certainement. Et lui-même, Sophocle, a exercé plusieurs charges importantes. En effet, en 443-442, il a été hélénotam, c'est-à-dire un trésorier de la Ligue de Délos. Ça, c'est l'organisation qui chapeautait l'empire qu'Athènes avait développé dans la mer Égée. Il a aussi exercé la stratégie, donc un rôle militaire de premier plan, probablement à 2 reprises, mais en tout cas sûrement en 440, alors qu'il participait avec Périclès à une guerre qui opposait la cité d'Athènes à l'île de Samos. Et selon la légende, ce serait comme en remerciement pour sa très bonne pièce Antigone que le peuple d'Athènes l'aurait élu à cette position-là. Donc c'est quand même assez drôle. Est-ce que c'est vrai? J'ai des doutes, mais c'est pas grave. Oui, c'est particulier de demander à un metteur en scène de devenir stratège militaire pour sa pièce. C'est un peu demander à Steven Spielberg de devenir général des chefs armés. Oui, sauf que dans l'Athènes classique, les citoyens assumaient tous les rôles. Ils étaient ceux qui faisaient la politique, ceux qui défendaient la cité aussi. Donc, on avait plusieurs chapeaux. Mais c'est vrai que pour nous, c'est drôle de voir le poète qui prend les devants d'expéditions militaires. Et on sait aussi qu'au niveau religieux, il a instauré, ou en tout cas contribué à instaurer le culte d'Asclépios, le dieu de la médecine à Athènes. Ça, c'est un geste de piété qui a valu d'être honoré même après sa mort. Et enfin, après le désastre de Sicile de 413, ça, c'est un événement hautement tragique dans le camp athénien durant la guerre du Péloponnèse. Il a été nommé à l'âge vénérable de 83 ans parmi les 10 conseillers chargés de prendre des mesures d'urgence nécessaires à ce moment-là dans la cité. Quand même. Oui. C'est dire toute la confiance finalement que le peuple athénien avait envers cet homme-là. C'est pas juste quelqu'un qui nous divertissait, mais c'était vraiment quelqu'un vers qui on allait se tourner. Et finalement, il a vécu durant l'âge d'or d'Athènes, dans l'âge où est-ce que Athènes était au sommet de sa gloire, au sommet de son empire, au sommet de sa puissance. Mais il a également connu les affres de la guerre du Péloponnèse, un événement qui va ébranler profondément les valeurs morales, civiques et religieuses de la Grèce de l'époque. Et donc, ça a certainement teinté un peu son œuvre. Justement, cette œuvre, elle a commencé vers 468 avec une première pièce et dès le début de sa carrière, il a été le rival d'Échille puis d'Euripide, les deux autres grands dramaturges dits classiques là, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et donc, leur carrière, elle se chevauche plus qu'elle ne se succède là, de manière chronologique. Au total, Sophocle a écrit 123 drames au cours de sa vie. Il a été couronné à 18 reprises aux Grandes Dionysies, qui sont les grands concours de théâtre à Athènes.
et il n'a jamais été classé dernier, donc un autre fait d'armes impressionnant. Et de cette vaste œuvre, malheureusement, il ne nous reste que 7 pièces complètes et 2 seulement sont datées avec précision. Donc, on a de la misère à savoir qu'est-ce qui a été présenté quand, mais c'est pas nécessairement si important que ça parce que, bon, l'histoire se comprend quand même. Et ce théâtre de Sophocle, hein, quel est-il? Eh bien, il brosse, sortez vos Kleenex, c'est maintenant, un portrait insistant, cruel et quasi insoutenable de la souffrance. Ces héros, en fait, sont torturés par le mal, sont plongés dans des deuils obsédants et la souffrance, ça semble être le propre de la condition humaine. Et finalement, la capacité d'endurer, de résister à cette souffrance, c'est la seule mesure de la grandeur des hommes, de leur courage, de ce qui est digne en eux, en fait. Ça devrait être poignant. Oui, c'est assez poignant. Vous irez, je vais vous lire quelques extraits plus tard. Vous irez explorer son œuvre. Pour vrai, c'est encore aujourd'hui, là, c'est vraiment, en tout cas, c'est poignant. L'originalité de son œuvre par rapport à celle d'Eschyle, c'est l'abandon, de la trilogie liée. Rappelez-vous, dans ma dernière chronique, j'avais dit qu'Eschyle, qui est notre premier grand dramaturge là, de cette succession de dramaturges athéniens, il aimait raconter une grande histoire à travers 3 pièces séparées. Donc, une grande épopée familiale sur 3 pièces. Mais Sophocle, on dirait qu'il n'a jamais composé ce type de pièce-là. Pourquoi donc? Parce que lui, son regard n'est pas centré sur le destin d'une race, d'une lignée, d'une communauté, mais bien sur l'individu au moment le plus critique de sa vie. Et l'existence individuelle, pour lui, c'est pas un simple élément dans une plus vaste histoire. C'est vraiment là-dessus qu'il va se concentrer, sur l'existence individuelle. Et peu importe la volonté des dieux, les personnages de Sophocle, ils vont mener l'action avec leur force, avec leur volonté. Ils vont même être prêts à mourir pour rester fidèles à leurs exigences morales. Je vous donne un exemple. Dans une pièce qui s'appelle Édipe roi, peut-être que le nom d'Édipe vous dit quelque chose, il n'est pas question d'une malédiction héréditaire qui pèse sur la famille d'Édipe et qui le condamne finalement à être malheureux et à commettre des crimes affreux, que je vais mentionner de ce pas. Et finalement, son histoire, au regard de ça, hein, comme il n'y a pas de malédiction qui est abordée, mais ça devient révoltant, ça devient incompréhensible et son comportement face à la souffrance devient d'autant plus méritoire, complexe, voilà. Complexe, mais méritoire aussi, c'est d'autant plus impressionnant. Et rappelons d'ailleurs que l'histoire d'Édipe veut qu'il ait accidentellement tué son père sans savoir que c'était son père et épousé sa mère sans qu'il sache que c'est sa mère. Donc, 2 crimes, le parricide et l'inceste, qui étaient très tabous à ce moment-là et encore aujourd'hui. Donc, des crimes horribles. Et les dieux, chez Sophocle, ils paraissent plus lointains que chez Éschyle, par exemple, et donc leur volonté est d'autant plus obscure. Et ces tragédies, il faut bien comprendre, elles remettent pas en cause ou en question l'existence des dieux, leur puissance. Au contraire, les chœurs, c'est-à-dire les groupes de chanteurs qui performaient durant les pièces, vont célébrer ces dieux. Mais comme les humains ne peuvent pas comprendre leur volonté, ils vont essayer d'agir en fonction de ce qu'ils croient être le mieux et ils vont assumer les conséquences de leurs actes, la responsabilité de leurs actes. Donc, les héros de Sophocle ont une attitude hautement morale et une volonté inébranlable qui les rend différents des gens qui les entourent. Souvent, leurs proches sont moins intransigeants, sont plus faibles, sont plus enclins au compromis. Finalement, les gens autour d'eux sont plus humains, nous ressemblent plus, alors que les héros de Sophocle, vraiment, ils sont héroïques au sens premier du terme. Et pour vous donner un exemple encore de cette attitude, prenons Antigone, qui est l'autre grande pièce de Sophocle, hein, qui est peut-être plus connue du public même actuel. J'ai lu ça au cégep. Voilà, oui, souvent on la lit parce que c'est une histoire de résistance. Hein. L'héroïne, elle va se décider à passer outre le décret de son oncle, le roi Créon, qui stipulait qu'elle ne pouvait pas enterrer son frère. Hein. Il y avait eu une chicane familiale et un de ses 2 frères, en fait, ses 2 frères se sont entretués, mais un a le droit à une sépulture pour des raisons que j'aborderai pas ici, et l'autre non. Donc, son cadavre est laissé aux éléments, aux intempéries, aux animaux, et Antigone se décide à lui donner une sépulture décente. Elle n'obéit pas aux lois du roi, hein, n'obéit pas aux lois des hommes, mais bien aux lois divines, aux lois de l'amour, aux lois du devoir, bref, aux lois non écrites. Et elle va rejeter carrément sa sœur, hein, qui va lui dire qu'au contraire, elle devrait se plier aux règles du roi Créon, de leur oncle. Et cette sœur, elle nous ressemble peut-être plus, parce que nous aussi, peut-être qu'on serait plus enclin à céder, et elle ressemble peut-être plus à une jeune fille grecque du temps, hein, qu'à une héroïne comme Antigone. Et même le chœur, hein, qui représente la communauté,
n'est pas d'accord avec Antigone, va conseiller vraiment de fléchir face aux demandes du roi. Et s'ils vont célébrer son courage, alors que Antigone va être condamnée à mort et va marcher dignement à la mort, ils vont pas approuver non plus son choix parce qu'elle récolte un peu le fruit de sa passion, de son audace. Et donc, voilà, c'est une attitude qui la distingue vraiment de son entourage. Surtout qu'elle ne fléchit pas, même quand un être aimé va lui demander de se soumettre. Et donc, le caractère de ces personnages sophocléens, quand il est mis en contraste avec le reste de la communauté, ben, encore une fois, on voit cette grandeur qui les distingue des humains qui sont faibles, alors que eux vraiment se mettent dans une catégorie à part, hautement morale. Et d'ailleurs, cette notion de contraste, c'est quelque chose que Sophocle va beaucoup travailler dans son œuvre parce que ces personnages sont souvent réduits à l'impuissance, en fait, du fait de leur âge, de leur situation ou de leur état. Par exemple, Antigone, c'est une femme, c'est une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Mais au contraire, encore une fois, par un effet de contraste, elle n'abandonne pas et mène un combat, une lutte que d'autres auraient pu mener, mais que personne ne fait. Alors, c'est ça, cet élément de contraste qui caractérise vraiment beaucoup le théâtre de Sophocle. Et vous donner un autre exemple, dans Édipe roi, encore. Au début de la pièce, on rencontre Édipe. Il est roi, il est plein de puissance, il a une belle famille, des membres de sa communauté viennent le voir pour qu'il les aide, et lui, il est sur son trône, il veut les aider, c'est lui qui vient en secours à sa communauté. Et à la fin de la pièce, quand il prend conscience qu'il est coupable de parricide et d'inceste, il va décider de se crever volontairement les yeux pour vivre une vie d'aveugle errant. Donc, il est condamné, lui qui guidait le peuple, à maintenant se faire guider toute sa vie parce qu'il est aveugle pour un peu expier le crime qu'il a commis. Et je vais vous lire juste quelques vers là, de la pièce qui vraiment mettent en évidence cet élément de contraste. Alors, Sophocle nous dit: « Regardez Thébain, voilà cet Édipe. Il fut le plus puissant des hommes. Dans quel flot de terribles souffrances le voilà désormais plongé. Gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux avant qu'il ait franchi le terme de sa vie sans avoir connu le malheur. » Donc voilà, vraiment, ça vous dit tout, là. C'est vraiment pleurer. Oui, c'est ça, pleurer. Vous avez le droit. Et ces revirements de situation, les surprises, les coups de théâtre vont servir à montrer pour Sophocle que l'homme, en fait, subit les événements plus qu'il ne les contrôle. Son œuvre montre que les humains sont capables, oui, de grandeur, de dignité, de courage, mais ironiquement, leur humanité, c'est ce qui les rend faibles et limités. Ils sont victimes de leur ignorance de la volonté des dieux, de leur aveuglement. On pense faire la bonne chose alors qu'on court droit à notre perte. Et finalement, c'est ça, quand on s'efforce de bien agir, même si on s'efforce de bien agir, du côté du protagoniste, ben, on agit d'une manière qui amène notre perte, et quand on comprend, il est déjà trop tard, le mal est fait. Justement, quand on parle d'Édipe, on lui avait prédit à un moment donné qu'il serait parricide et incestueux. Donc, pour éviter son destin, il va s'éloigner le plus possible de ceux qui croient être ses parents, mais ce ne sont pas ses parents biologiques, évidemment, et donc il se rapproche comme ça de son réel destin. Sur le chemin de l'exil, il va croiser un homme, il va avoir une altercation, il va tuer cet homme, c'est son père biologique, mais il l'ignore. Ensuite, il va arriver à Thèbes. Devant Thèbes, il y a un monstre qui s'appelle le Sphinx, et pas très pratique, là, c'est un monstre qui pose des énigmes, et si on n'est pas capable de répondre, ben il nous dévore. Et ça, c'est aux portes de la ville, donc ça dérange un petit peu les gens. Et lui va réussir à le vaincre, et en signe de reconnaissance, la population de Thèbes va lui offrir le siège de roi qui est vacant, comme de fait, et va lui offrir belle coïncidence. C'est ça, belle coïncidence, et va lui offrir la main de la reine, qui est sa mère. Donc, même, en fait, Édipe n'a rien fait pour mériter ça, mais il fonce droit à sa perte, et même que les oracles des dieux, ben, ils éclairent pas du tout les hommes, parce que on n'est pas capable de les comprendre correctement, et c'est seulement lorsque le désastre frappe qu'on en saisit le sens. Mais malgré ça, j'ai dit au début que les héros de Sophocle mènent l'action. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont pas des victimes passives, c'est pas des jouets dans les mains des dieux. Leur condition de mortels, oui, les condamnent à l'ignorance et à l'impuissance, mais leur volonté, leur force morale, leur dignité va vraiment leur assurer une certaine noblesse et une grandeur. Autrement dit, les personnages, ils peuvent être écrasés par un destin qu'ils n'ont pas su comprendre ni contrôler, mais il leur reste assez de liberté, de courage pour assumer pleinement et choisir la voie qui va leur assurer une dignité ou restaurer leur honneur, même si ça implique de mourir.
Donc voilà, c'est ce qui conclut un peu ce survol tragique du théâtre de Sophocle. Et c'est malheureusement un peu ce qui conclut notre émission, hein, vraiment dans la joie et l'allégresse. C'est intéressant, pareil. Ben oui. Ces pièces. Oui. Encore joué aujourd'hui périodiquement, donc peut-être qu'un jour on aura le droit à une production québécoise d'un de ces drames à suivre. Et donc, pour terminer cette émission, je tiens à remercier Sarah et Julien pour leur chronique, et ainsi que l'autre Julien, mais non le moindre, à la régie. Oui. Mais vous aussi, chers auditeurs et auditrices, pour votre présence toujours bien ressentie. Pour nous écouter, vous pouvez vous brancher sur choc.ca les vendredis à 16h ou nous écouter en direct de notre page Facebook. Bien sûr, vous pouvez rattraper tous nos épisodes en balado-diffusion sur le site de Choc, mais aussi sur vos plateformes préférées. C'était Magali Lagumaltais à l'animation. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une agréable fin de semaine et un bon festival d'histoire de Montréal. Allez visiter les nombreuses activités sur leur site. Je vous recommande.